le 6 mai dernier. Dans cette interview, M. Talon n'a que relevé des contre-vérités non seulement sur le transit du brut entre le Niger et le Bénin, mais également sur la non-réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger, qui est une question de sécurité intérieure, sans compter cette prétendue fraude des céréales au niveau de la frontière qui est entretenue par les populations des deux pays, mais qui, à la vérité, découle du fait que les populations béninoises n'en peuvent plus supporter les conséquences de l'embargo imposé par le Bénin à l'issue des sanctions injustes et inhumaines de la CEDEAO, d'où cette spéculation sur cette frontière. Blocage du pipeline reliant le Niger et le Bénin par les autorités béninoises que cache l'attitude du président Talon, c'est le thème du grand débat de ce soir où nous avons convié sur ce plateau des spécialistes en charge de la question du pétrole et un universitaire qui vont nous livrer leurs sentiments sur ce nouveau bras de fer entre le Niger et le Bénin s'agissant de cette menace proférée par le président béninois de ne plus laisser passer le pétrole brut en direction de la mer où des tankers chinois attendent le chargement. Comme invité ce soir, nous avons Amadou Hassan, PhD, directeur général des hydrocarbures au ministère du pétrole. Monsieur Adamou Amadou, directeur de la législation au ministère du pétrole. Monsieur Mohamed Lawan Gaya, conseiller du président du CNSP chargé des questions pétrolières, et professeur Boubacar Diallo, coordonnateur du laboratoire sahélien d'études et de recherche sur les conflits, la paix et la sécurité, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université Abdou Moumouni. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de la question du pipeline Niger-Bénin qui défère la chronique avec cette menace du président Patrice Talon qui annonce la suspension du transit du brut en direction du port de Cotonou. Faut-il prendre cette menace du président béninois au sérieux? Que dit la convention entre le Niger, le Bénin et le gouvernement chinois sur le transit du pétrole brut? À quoi doit-on s'attendre si cette menace du président Talon est mise à exécution? Ce sont autant de questions qui sont là et dont nous tenterons au cours de ce débat avec ces spécialistes d'apporter des éléments de réponse. Et pour entamer ce débat, cette première question, peut-on rappeler le processus de la construction du pipeline Niger-Bénin? Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Bon, alors, le processus de construction du pipeline Niger-Bénin, le PNB, il faut le mettre dans un contexte historique des recherches pétrolières du Niger. D'accord. Donc sans aller très loin, et très brièvement, je dois dire que l'aventure pétrolière nigérienne a démarré dans les années 50. Et plus précisément, donc la prospection géologique donc, a commencé dans le bassin de Diado de 1957 à 1958 et dans le bassin des Ulimenden, donc à l'ouest, en 1958-59. Mais le bassin qui attire le plus notre attention, donc qui fait l'objet donc de débats et de recherches pétrolières nigériennes actuellement, c'est le bassin qu'on appelle le bassin oriental, donc du Niger, dans lequel se trouve le bloc Agadem. Donc le bloc Agadem, donc ce bassin-là, donc les recherches avaient initialement commencé dans les années 70 à 80. Mais véritablement, vers les années 2008, c'est en ce moment-là, à la faveur de la crise de ce problème. Mais il faut dire qu'auparavant, ce bloc appartenait à une société malaisienne qu'on appelle Petronas, qui avait quand même fait des découvertes assez substantielles de l'ordre de 362,5 millions de barils de pétrole et presque 20 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, en ce moment-là, donc avant les années 2006, c'était vers 2006, donc le prix du baril du pétrole n'était pas assez important. Donc, ce qui fait que, à ce prix, à ce cours mondial donc, de pétrole, on ne pouvait pas justifier une exploitation commerciale donc, de ce bloc. Et il s'est trouvé que, aussi, ce bloc arrivait contractuellement à terme. Donc, ce qui fait que la société Petronas a été obligée d'abandonner ce bloc qui était sous licence contrat de concession. C'était le contrat de concession qui était en vigueur. Donc, automatiquement, donc les réserves prouvées qui étaient donc de ce bloc-là étaient retombées dans le domaine public de l'État. Et en 2008, à la faveur de la crise de subprime aux États-Unis, qui a vu la flambée des prix de tous les produits, y compris donc le pétrole, et c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité où le prix du baril de pétrole a coté 147,4
$48 en juillet 2008. D'accord. Donc en ce moment-là, les sociétés pétrolières qui étaient au courant donc de ces réserves et de ces énormes réserves qui étaient donc dans le sous-sol du Niger ont donc exprimé leur souhait de venir donc exploiter donc ce bloc-là. On a eu donc un appel d'offres. Et donc c'est la CNPC, NP, donc, qui a pu remporter donc ce bloc-là. Donc elle a commencé à mettre en exploitation ce bloc-là en novembre, donc 2011. Donc et alors à ce moment-là, donc avec les recherches qu'ils ont eu à faire, donc on est arrivé à presque 1 demi-milliard de réserves prouvées. Donc il a été alors créé donc un projet qu'on appelle projet intégré Agadem, qui alors dans ce temps-là donc avait comporté 2 phases. Donc une première phase qu'on appelle donc le projet Agadem intégré 1 ou bien AEE, autorisation exclusive d'exploitation, c'est-à-dire que on parle d'autorisation exclusive d'exploitation quand après donc des recherches et que vous arrivez à faire des découvertes qui peuvent justifier une exploitation, donc cette société-là qui a fait donc cette exploration-là signe avec le gouvernement donc une autorisation exclusive d'exploitation. Donc le gouvernement lui autorise à exploiter donc ces gisements. Donc ça a été donc cette première phase d'exploitation donc du gisement d'Agadem, une partie, donc qui était constituée de 3 champs. Donc c'était des champs d'Agadi, de Goméry et de Sokor. La construction d'un pipeline de 462,5 km qui relie le champ d'Agadem à Zender, et la construction donc d'une raffinerie de pétrole de 20 000 barils par jour. Donc je continue. Donc ça c'est donc la première phase du projet intégré. Maintenant les recherches ont poursuivi, mais il faut préciser aussi que par après donc il y a eu une réévaluation et à la place donc des 3 donc gisements, donc il a été donc octroyé 4 autres, donc Karam, Gani, Faringa et Joro, et qui constituent donc l'ensemble donc de la phase 1. Donc la phase 2 donc du programme intégré, parce que c'est intégré, donc phase 1 et phase 2. Donc la phase 2 du projet intégré Agadem, maintenant elle concerne justement un certain nombre de gisements et le pipeline exportation qui a une distance donc de 1950 km entre Agadem et donc le port de Sémé. En ce moment-là, au Bénin. Donc à ce moment-là, nous avons eu 3 options. Donc la première option, c'était donc construire un pipeline pour l'exportation vers le Tchad, donc le port de Kribi au Cameroun. La deuxième option, donc elle a fait l'objet d'un mémorandum d'entente entre le Niger et le Nigeria qui a été signé en juillet donc 2018 à Abuja au Nigeria, qui constituait donc la construction d'un pipeline qui va venir jusqu'à donc la région de Zender Maradi. Et maintenant l'option c'était de faire donc un pipeline qui va vers la ville de Machi de l'état du Katsina au Nigeria. Et la troisième option, c'était celle du Bénin. Et je dois dire que des 3 options, chacun des 3 gouvernements a beaucoup œuvré, négocié pour pouvoir donc avoir ce pipeline-là. Et après étude, nous avons vu que l'option la plus rentable pour nous, donc la plus favorable, c'était l'option du Bénin. Qui nous cause aujourd'hui des problèmes. Bon, ça il fallait s'y attendre. Bien sûr, voilà. Monsieur Amadou, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport déjà à ce que le monsieur vient de dire pour rappeler un peu le processus de construction de ce pipeline Niger-Bénin qui nous cause des problèmes aujourd'hui, il faut le dire. Voilà. Merci, monsieur Tchomougo. Alors, pour parler de ce projet de pipeline export Niger-Bénin, il faut d'abord remonter un peu plus loin vers 2007, parce que dans le cadre de la mise en... Pour compléter effectivement ce que venait de dire monsieur le conseiller spécial, le président du CNSP, il faut remonter depuis 2007, parce que pour préparer, les autorités de l'époque avaient décidé de mettre en valeur les ressources pétrolières connues du Niger. C'est pour cela, comme il l'a rappelé, après l'expiration du permis de recherche Agadem qui était détenu par Petronas, les autorités de l'époque ne se sont pas tout de suite précipitées pour octroyer le permis à d'autres investisseurs parce qu'il y en avait beaucoup. Ils avaient pris le soin d'abord de faire un toilettage des textes qui régissaient à l'époque le secteur. C'est ainsi que successivement en 2006, on a adopté une nouvelle loi
Mais cette loi n'a pas fait long fait parce qu'elle n'a pas eu de décret d'application. Suite à un certain nombre des insuffisances qui ont été connues dans cette loi. C'est à la suite d'un certain nombre de processus que, en 2007, la loi 2007, le Code pétrolier 2007 a été adopté en janvier 2007. Donc, qui, après, son décret d'application aussi a été adopté au cours de la même année. Donc, déjà dans cette loi-là, cette loi proposait le principe de contrat de partage de production pour la première fois dans une loi pétrolière au Niger. C'est sur cette base-là que les autorités ont engagé le processus à l'époque sous la direction éclairée de feu le président de la République, son Excellence Tandja Mamadou, que son nom repose en paix. Et ils ont lancé ce processus qui a abouti à l'époque à l'octroi effectivement de l'autorisation exclusive de recherche à la société CNODC, qui est China National Oil and Gas Development Corporation, qui a après transféré ses droits à CNPC. Donc voilà, si vous voulez, donc l'historique. Maintenant, chemin faisant, l'objectif à l'époque, c'est de, comme l'a dit le conseiller, c'est de faire un projet intégré, un projet global. D'abord, la condition était que l'exploitation sur ce bloc doit commencer les 3 années qui vont suivre l'octroi de l'AER. Deuxième condition, il va aller construire une raffinerie dans les 3 ans qui va servir pour alimenter les besoins, répondre aux besoins locaux. Maintenant, en même temps, il y avait des conditions pour envisager la façon de produire et exporter le pétrole. Ça, c'est depuis à l'origine. Avant même l'octroi, tout cela était... Donc, le pipeline même à l'époque faisait partie d'un ensemble. Mais n'était pas trop mieux parce qu'on attendait d'abord de démarrer la première phase qui consistait à alimenter le marché national, donc construire, exploiter pour alimenter la raffinerie. Maintenant, produire des produits raffinés pour le marché local. Maintenant, après, ça suivra donc la phase d'exploitation. Maintenant, pour cette phase d'exploitation, à l'époque, il a été envisagé, pour compléter ce que venait de dire mon prédécesseur, plusieurs options. En plus de ce que venait de citer, il y avait aussi l'option Algérie, parce qu'on avait à l'époque imaginé tout le processus, tous les chemins par lesquels le pétrole nigérien pouvait arriver à la mer. D'accord. C'était ça l'idée. Okay. Maintenant, pour cela, il fallait regarder de tous les côtés comment est-ce qu'on peut faire sortir ce pétrole. Donc on avait regardé le côté Tchad, Kribi et Tchad, Cameroun, Kribi, parce qu'il y avait déjà une tronçon qui a été construite sur ce pipe-là. Il y avait l'option Bénin, évidemment. Il y avait l'option nigérienne qui vient de dire. Il y avait l'option Algérie. Maintenant, encore, au Nigeria même, il y avait 2 options. Il y avait une option qui consistait à construire un pipe pour amener au littoral de l'océan Atlantique, mais aussi il y avait une autre option qui consistait à amener le pétrole brut à la raffinerie de Kaduna. D'accord. Donc voilà un peu, si vous voulez, l'historique en fait de ces pipelines. Mais chez même Féjean, on a fait des études, on a fait des analyses. À un moment donné, l'option Tchad était plus en vue. Parce qu'il y a eu même des protocoles d'accord dans ce sens-là et beaucoup de textes ont été adoptés après quelques temps encore. Donc on est revenu encore sur l'option Bénin avec la situation qu'on est en train de vivre présentement. Voilà, si vous voulez, de manière historique. Ouais, okay. Maintenant, on continue par rapport à... Non, vous avez expliqué, non? Oui. Ok, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, cette option du Bénin, je vous pose la question à vous, est-ce qu'avec cette option du Bénin aujourd'hui est un mauvais choix ou pas? Alors, sur le plan technique et stratégique, on peut estimer que c'est une bonne option. C'est une bonne option. Sur le plan technique, je dis technique, sur le plan technique et stratégique, c'est une bonne option. Mais quand on regarde sur le plan politique, là, on en est là. Parce que, pourquoi je dis sur le plan technique, c'est une bonne option? Oui, parce que vous voyez, quand vous prenez le pétrole d'Agadem, si on passait par le pipeline, donc on va traverser 1250 km du territoire national. Et une bonne partie de ces pipelines traverse tous les bassins sédimentaires de la zone du Niger. Et traverse un certain nombre de blocs. Donc ça veut dire que l'avantage dans ce sens-là, c'est que ce même faisant, si à l'avenir on arrive à découvrir de nouveaux jugements, donc il serait facile de faire un raccordement à travers ces pipelines pour l'amener où on veut. Maintenant encore, l'autre option, c'est quoi?
c'est qu'en dehors même de le faire sortir du territoire national, et l'option, c'est qu'on a ramené, c'est comme si, avec le pipeline là, c'est comme si on a ramené Agadem, par exemple, à la porte de Niamey. Parce que le pipeline vient jusqu'à Dosso pour bifurquer aller à Gaïa. Donc ça veut dire que ce qui sort d'Agadem peut être récupéré, par exemple à Gaïa, à Dosso, à Maradi, à Zender, ainsi de suite. Donc voilà de manière vraiment technique et stratégique l'avantage en fait pour ce pipeline. Très bien. Voilà. Merci Amadou. Merci. Oui, Adam, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Oui, bonsoir monsieur Abdoulaye. Par rapport à ce que le DGH a dit, moi j'aimerais intervenir par rapport justement au projet de construction et d'exploitation de ce pipeline qui à l'origine a fait l'objet de 10 accords. 10 accords. 10 accords. Il y a des accords entre d'une part l'État du Niger et l'État du Bénin. Il y a également des accords signés d'autre part entre l'État du Bénin et le transporteur Wopco Bénin. Donc au niveau de ces 10 accords, les plus importants, quand même les plus significatifs, il y en a deux. Il y a l'accord bilatéral conclu entre l'État du Niger et l'État du Bénin dans le cadre de les facilités d'exportation. Et le deuxième accord, c'est l'accord qui est signé entre l'État du Bénin et Wopco Bénin, qu'on appelle l'accord de gouvernement hôte. Donc, d'abord par rapport à l'accord bilatéral signé entre l'État du Niger et l'État du Bénin. Dans cet accord, déjà, l'État du Bénin reconnaît à l'État du Niger le droit de transit. Il reconnaît à l'État du Niger le droit de transit et prend l'engagement dans ce même accord de faciliter l'exportation du pétrole brut nigérien. Donc, tous les engagements pris par l'État du Bénin à travers le protocole ou l'accord bilatéral signé entre l'État du Bénin et l'État du Niger, les deux parties ont convenu de produire les effets de cet accord au niveau du transporteur Wopco Bénin et éventuellement du transporteur Wopco Niger. Donc au niveau du Wopco Niger, la convention, c'est pas un accord de gouvernement qui a été signé, c'est plutôt une convention de transport des hydrocarbures par canalisation qui a été signée entre le Niger et le transporteur qu'on appelle Wopco Niger. Mais parallèlement, avec le Bénin, le partenaire chinois a signé également une convention, un accord qu'on appelle accord de gouvernement hôte, qui également définissait les conditions dans lesquelles devait se faire l'exploitation et le transport du pétrole nigérien qui doit aller jusqu'au port de Sémé. Donc le mois venu, on peut rentrer dans... Bien sûr, vous avez anticipé, puisque la question était là, mais vous avez anticipé. Allez-y. D'accord, c'est bon? Oui. D'accord. Professeur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter, même si vous n'êtes pas spécialiste du pétrole? Oui, bonsoir, cher Laïtiemogo. Je profite pour vous féliciter. Merci. Et féliciter aussi la télévision nationale pour ce débat qui éclaire l'opinion publique nationale et régionale internationale. C'est vrai, je ne suis pas spécialiste du pétrole, mais je lis beaucoup sur le pétrole. Et je travaille sur des questions qui obligent à parler du pétrole. Vous savez, dès qu'on parle du pétrole, on parle du dollar. Et quand on dit pétrodollar, on est de plein pied dans les conflits entre les nations, dans les conflits au niveau international. Donc, au départ, lorsque j'ai aussi regardé un peu de ces trois options, par l'Algérie, il y avait aussi une possibilité, par la Libye même, on a oublié la Libye, et par le Nigeria, par le Tchad. Mais c'est vrai, tout à l'heure, le directeur des infrastructures vient d'expliquer, le choix du Bénin n'est pas gratuit. C'est à peu près cette possibilité que nous avons de faire traverser notre propre pays sur de longues distances le pipeline. Là, c'est le lecteur, quand même, c'est significatif. Alors que d'Agadem à N'Djamena, il y a moins de parties qui traversent le pipeline. Donc, de ce point de vue, c'est important. Et là où encore c'est plus important, c'est que quand même le Niger a une tradition de coopération, d'échange, d'amitié, de fraternité avec le Bénin. Avec toujours des hauts et des bas, mais la particularité, c'est que nous avons su, les deux pays ont toujours su gérer le problème.
les premières difficultés entre le Niger et le Bénin datent de 1963, lorsqu'il y a eu le coup d'État du colonel Soglo qui a renversé Hubert Maga, ami de Diori Hamani. Or, vous savez, à l'époque, circulait aussi dans la région le Sawaba, qui cherchait des pays qui ont la même obédience politique. Et donc, ce conflit a accentué la tension entre les deux pays. Et en dépit de tout, à la fin de l'année 1964, les deux pays sont revenus à des meilleurs sentiments. Et donc, mon intérêt, c'est de voir comment chaque fois qu'il y a ces soubresauts, il y a une capacité diplomatique à gérer le problème. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les peuples béninois et les peuples nigériens ont une grande fraternité entre eux. Maintenant que dans des circonstances particulières, il y ait ces crises, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est d'être à mesure d'atténuer la crise, de trouver des réponses à la crise. Et c'est sur ça on peut revenir en voyant comment chaque fois lorsque il y a des crises entre les deux pays, les démarches particulières ont permis d'aboutir à une entente.